Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Malheureusement, on se voit un petit peu trop souvent en ce moment et là l'idée c'est de vous informer un petit peu sur ce qui s'est passé aux États-Unis dans la nuit de vendredi à samedi avec la perte d'un Learjet 55 qui a été filmé par de nombreuses caméras et qui est absolument tragique. 6 personnes sont mortes dans l'avion, dont une petite fille qui venait de se faire sauver par des équipes médicales et des personnes au sol ont également été blessées à cause de ce crash en zone urbaine. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de regarder les faits tels qu'on les connaît à l'instant T. En deux, de regarder un petit peu la zone, la météo, le type d'avion qui s'est écrasé. En trois, de partager avec vous certains axes de réflexion et d'autres accidents qui peuvent faire penser à cet événement. Et ensuite, en quatre, on va être très honnête, de montrer également les limites des informations dont nous disposons et contrairement au crash qui a eu lieu où on a clairement vu l'abordage entre un hélicoptère et un Sergi il y a quelques jours, eh bien là, il va falloir accepter qu'il faudra probablement des mois avant d'avoir une bonne idée de ce qui s'est passé. Allez, jingle. L'avion est un Learjet 55. Un Learjet 55, ça fait 5 tonnes à vide, 8 tonnes 8 au maximum et vous pouvez avoir environ 3 tonnes de carburant à bord, ce qu'ils avaient probablement. Il est arrivé de Miami dans l'après-midi. Il avait décollé de Miami à 14h30, posé après 2h17 de vol à 14h17 local. Il devait repartir à 17h. Au final, ils ont décollé à 18h06. L'équipage n'avait pas volé avant apparemment, donc vous êtes sur un équipage qui est reposé, qui attend pour faire son vol qui doit les amener à Tijuana avec une escale à Springfield. Bref, on est vraiment dans quelque chose d'assez classique pour ce type d'aviation qui permet de transporter des passagers à médicaliser. Le contrôle aérien autorise le décollage en piste 24 et lui donne une clearance qui est que l'avion va devoir partir vers la droite. Donc vous êtes au cap 240 et il va falloir partir de 50 degrés vers la droite. La trajectoire dont nous disposons grâce au transpondeur nous permet de mieux comprendre les dernières secondes du vol. Le transpondeur est reçu par Flight Radar 24 à partir de 1350 pieds. L'avion a donc décollé, a commencé à accélérer. Il est en montée à 3000 pieds variaux, à 1000 mètres par minute, ce qui est normal. Ce sont des avions qui ont de bonnes performances. Et 187 nœuds. Tout ça est normal. À 1600 pieds, nous sommes à 204 nœuds. Ça a bien accéléré. Et là, par contre, on commence à arrêter de monter. On commence à réduire la vitesse de montée vers du 450 pieds variaux. Juste après, alors qu'il est à 1650 pieds, 218 nœuds, ça commence à bien accélérer et juste après, ça commence à redescendre. Et là, on commence à accélérer 238 nœuds, 242 nœuds de vitesse sol et avec un taux vario qui commence à augmenter de manière stratosphérique, moins 2900 pieds, ça fait quasiment 1000 mètres par minute. Après, derrière, moins 4500 pieds et ça monte jusqu'à moins 11 000 pieds. Donc, la trajectoire initialement d'envol est normale et après, il se passe quelque chose, ça arrête de monter et ça commence à descendre. Et il semblerait même que ça descende plutôt sur la fin dans cette position-là. Je dis bien, il semblerait. L'impact est tout simplement monstrueux, aucune chance de survie et des blessés graves pour certains au sol. Voilà ce que l'on sait. Il y a différents aéroports, là c'est le KPNE. Il a été créé en 1930. Ça a été une base militaire comme la plupart des aéroports américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est un aéroport qui, en 2022, avait environ 230 vols par jour, principalement de l'aviation générale. Quand vous faites de l'ambulance aérienne, comme ça, vous avez plutôt tendance à vous poser sur des terrains autour que sur les gros terrains internationaux. Ça vous offre plus de flexibilité pour ce qui est de vos horaires de décollage ou d'atterrissage. Si vous êtes sur des gros hubs, vous allez devoir avoir des slots, des créneaux pour décoller qui sont beaucoup plus contraignants. Là, ce que vous voulez, c'est que ça soit simple. Donc, l'aviation d'affaires ou les ambulances ont plutôt tendance à se mettre sur des terrains périphériques ou des terrains d'aviation générale, voire d'aviation commerciale. Ce terrain avait déjà connu plusieurs accidents, mais vraiment à la marge. Un en 1952 avec un avion militaire, mais quelque chose d'un peu plus remarquable, c'était en 91. Un sénateur était en vol avec un Piper Aerostar, avait un souci au niveau du train, et un Bell 412, un hélicoptère, avait été envoyé pour faire une inspection visuelle. Or, lors de cette inspection visuelle, qui avait vocation à aider l'avion qui avait du mal à sortir son train, le Bell, l'hélicoptère, a percuté le Piper.
Les 2 aéronefs sont tombés sur une école et cela avait tué, en plus des passagers, 2 enfants au sol. C'est quand même pas banal. Pour ce qui est de la météo, nous sommes sur des températures positives, donc on aurait pu penser peut-être à du givrage. Eh bien non, on est sur des températures positives, il faisait 8 degrés. Par contre, avec une masse d'air extrêmement humide, du vent, plus ou moins dans l'axe. Le dernier vent, il est quasiment dans l'axe pour 18 km/h. Un petit peu de rafale, de la pluie faible et des visibilités de l'ordre de 5 km. Le plafond est aux alentours des 200 mètres, 600 pieds. Ça veut donc dire que lors de cette montée et à 1650 pieds, les pilotes étaient dans la couche, n'avaient pas de référence visuelle, ne pouvaient pas voir dehors. Ils devaient donc piloter en utilisant leurs instruments, ce à quoi ils sont entraînés et formés, il n'y a aucun souci si tout va bien. Alors au niveau des éléments de réflexion, forcément sur un événement comme ça, vous demandez à n'importe quel pilote, il va vous sortir normalement 3 grandes raisons. La première raison possible, là on le dit d'expérience au vu des autres cas qui ont eu lieu, ça va être la désorientation spatiale. Alors attention, parce que la désorientation spatiale, ne plus vraiment savoir où est en haut, où est en bas, ça tue, mais le fait d'être à plusieurs dans l'équipage va normalement limiter la probabilité d'avoir cette désorientation spatiale. Comme on l'a dit dans les nuages, votre référence, c'est les instruments. S'il y a un souci au niveau de l'instrument, ça peut vous amener à ne plus savoir où est en haut, où est en bas. C'est pour ça qu'on a des instruments secours. Et en plus, nos instruments ne se nourrissent pas sur les mêmes informations. Donc, si c'est un problème à gauche, eh bien, le copilote de son côté lui a peut-être les bonnes références. Néanmoins, la désorientation spatiale peut poser des soucis, mais cette désorientation spatiale met normalement un petit peu de temps à se mettre en place. On a tendance à dire qu'une fois que vous commencez à être désorienté, vous avez 1 à 2 minutes de survie. Là, on voit très clairement que ça allait extrêmement vite et que c'est parti vers le sol. Donc oui, les enquêteurs vont étudier la possibilité d'une désorientation spatiale, mais à l'heure actuelle, on ne peut absolument pas dire que c'est à cause d'une désorientation spatiale. C'est une possibilité qui sera étudiée par les enquêteurs du NTSB qui malheureusement ont beaucoup de travail en ce moment. Deuxième point possible, c'est un souci au niveau de l'aéronef. Par exemple, si vous pensez à des accidents comme l'Alaska 261, si au niveau de la dérive, c'est à l'arrière au niveau de l'empennage, vous avez un gros problème technique, vous ne pouvez plus contrôler votre avion et il peut se retrouver à plonger ou à passer sur le dos, à avoir des soucis. Vous pouvez également avoir par exemple des commandes inversées. Alors là, pourquoi est-ce que les commandes auraient bien marché sur le vol aller et 4 heures après elles ne marchent plus? Faut pas me demander. Mais c'est également quelque chose qui est déjà arrivé. Néanmoins, les commandes inversées, c'est généralement après les opérations de maintenance sur des vols techniques de reprise. Donc ce sont des hypothèses qui vont être étudiées, mais encore une fois, quand même assez peu probables. Au niveau des dégâts à l'aéronef, vous pouvez également penser à une collision, à un abordage avec un drone, par exemple, qui viendrait endommager l'avion, gêner son intégrité, ou alors une explosion à bord, peut-être avec de l'oxygène transporté, mais là, encore une fois, les images dont nous disposons montrent un avion qui a l'air intègre en un seul morceau. La troisième hypothèse qui va être soulevée par n'importe quel pilote à qui vous posez la question, ça va être celle, malheureusement, du suicide. C'est déjà arrivé au départ des États-Unis, c'est déjà arrivé en Asie. Plus récemment, un Boeing 737 à Guangzhou, ça avait fait vertical vers le bas, s'était écrasé. On a connu également des suicides de pilotes en France avec une compagnie allemande. C'est une hypothèse, encore une fois peu probable, mais qui se devra d'être étudiée par le NTSB. Maintenant, attention, cette compagnie, c'était pas n'importe quoi. Jet Rescue Air Ambulance, ils ont une forte réputation dans ce domaine. Ils ont 10 avions, un hélicoptère, ils ont du Learjet 60, du 36, 6 Learjet 35, ça c'était un des 2 55. Et pour la petite histoire, le 55, ça date des années 80, ça avait été présenté en 77 au Bourget, et il est surnommé Longhorn à cause de ses winglets en bout d'aile. À cette époque-là, dans les 80, c'était assez novateur. Maintenant, vous avez ces winglets, ces systèmes qui visent à réduire la traînée un petit peu partout sur tous les avions, mais c'était assez nouveau, d'où ce Longhorn, c'est très texan dans l'appellation. Dans les autres accidents qui ont marqué l'histoire, vous avez également celui du Loda 4 novembre, c'était en 91, un 767, qui lors de la montée avait une reverse qui s'était déclenchée. Donc un des réacteurs qui d'un coup se met à pousser dans l'autre sens. Ça avait entraîné une perte de contrôle de l'avion et l'avion s'était désintégré. Ça avait amené au crash. Donc là, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré un petit peu différents cas, différentes possibilités, différents axes dans lesquels les enquêteurs vont aller. Mais il faut le dire, en 2025, parfois nous disposons, grâce aux sources ouvertes, de l'information nécessaire pour avoir une idée assez précise, de l'ordre de 80 à 90% de ce qui a pu se passer. Là, il faut être franc, on ne sait pas. Alors méfiez-vous des personnes qui ont des certitudes. Et il faut avoir l'humilité de dire, on ne sait pas,
il va falloir attendre le rapport préliminaire, puis l'enquête finale. Est-ce que c'est dommage parce que, en tant que pilote, nous avons la pression de pouvoir tout de suite essayer d'apprendre des accidents pour pouvoir nous-mêmes nous protéger au cas où une situation similaire nous tombe dessus? Le seul petit point qu'on peut rajouter, c'est savoir que lors de ces montées, au niveau de ces altitudes vers 1600 pieds, vous pouvez soit avoir des fois des restrictions de hauteur, et à l'heure actuelle, je ne sais pas à quelle altitude ils étaient autorisés, mais également des actions à faire dans l'avion pour changer la configuration de l'avion. Et avec les procédures anti-bruit, souvent aux alentours des 1500 pieds, vous venez faire certaines modifications au niveau de l'aéronef. Par exemple, rentrer certains volets et lors d'une phase de changement de la configuration de l'avion, un souci dans la rentrée des volets ou autres pourrait vous entraîner à avoir des mouvements non voulus. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que le NTSB va regarder. Ce qui est sûr, c'est que le début d'année commence extrêmement mal pour l'aviation nord-américaine. D'autres éléments sont sortis sur la collision entre le Black Hawk et le Sergi 700. Si ça vous intéresse qu'on creuse un petit peu cet accident-là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Profitez de vos proches et fly safe.